M'asseoir à l'arrière? Eh bien, si c'est ce que vous voulez. Je m'appelle Françoise. J'ai 62 ans et j'ai travaillé dur toute ma vie. J'ai grandi dans un petit village près de Lyon, où chaque centime comptait. Mes parents m'ont appris qu'il fallait travailler dur, respecter la famille et ne jamais oublier d'où l'on vient. Ces valeurs, je les ai emportées de la maison et j'ai essayé de les transmettre à mes enfants. J'ai épousé Jean-Pierre quand j'avais 22 ans. C'était un homme gentil, calme, qui travaillait comme plombier. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions heureux. J'ai donné naissance à Thomas, mon premier-né, et 3 ans plus tard, Sophie est venue au monde. C'étaient les plus beaux moments de ma vie. Je me souviens comment je les tenais comme des nouveau-nés, regardant dans ses petits yeux et me promettant que je leur donnerais tout ce que je n'avais pas eu. Jean-Pierre est décédé quand Thomas avait 15 ans et Sophie 12. Infarctus du myocarde. Soudainement, sans avertissement. Un jour, nous parlions des vacances d'été, le lendemain il était à la morgue. Mon monde s'est effondré. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. J'avais 2 enfants qui avaient besoin d'une mère. Alors j'ai essuyé mes larmes, je me suis relevée et j'ai commencé à me battre. J'ai travaillé 2, parfois 3 postes. J'étais femme de ménage à l'hôpital le matin, puis j'allais dans un bureau, et le soir je nettoyais dans un centre commercial. Je rentrais à la maison à minuit, tombais dans le lit et me levais à 5 heures du matin pour tout recommencer. Mais je ne me plaignais pas. Je le faisais pour Thomas et Sophie. Je voulais qu'ils finissent leurs études, qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. Thomas est allé à l'université, il a étudié l'informatique à Grenoble. J'étais tellement fière de lui. Ma première pensée chaque jour était « Mon fils va à l'université. Mon fils aura un diplôme. » Sophie a choisi la médecine. Ma petite fille allait devenir médecin. J'ai pleuré de joie quand elle a été acceptée à la faculté. Toutes ces années de travail acharné avaient soudain un sens. Bien sûr, étudier en France n'est pas gratuit malgré ce qu'on dit. Il fallait payer le logement, les livres, la nourriture, les transports. Sans parler des cours supplémentaires nécessaires pour suivre le rythme. Je prenais des heures supplémentaires. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi plus de 5 heures. Mais voyez-vous, pour une mère, ce n'est rien. Quand tu vois ton enfant grandir, réaliser ses rêves, aucun effort n'est trop grand. Thomas a terminé ses études et a obtenu un bon emploi dans une entreprise informatique à Paris. Il gagnait décemment pour un débutant. Sophie a aussi terminé médecine et a commencé à travailler comme médecin dans une clinique privée. J'étais la mère la plus heureuse du monde. Mes enfants avaient tout ce dont j'avais rêvé pour eux. Bonne éducation, bons emplois, bonne perspective. C'est alors que Thomas a rencontré Chloé. Une jolie fille d'une famille aisée de Paris. Son père possédait une agence immobilière de luxe, sa mère travaillait comme directrice marketing dans une grande entreprise. Dès le début, j'ai senti que Chloé me regardait de haut. La façon dont elle mesurait du regard mon modeste appartement, comment elle fronçait le nez en voyant mes vieux meubles, comment elle commentait mes vêtements. Mais je gardais le silence. Thomas était amoureux, et je voulais qu'il soit heureux. Ils se sont mariés après 1 an de relation. Grand mariage dans un château en Île-de-France. 300 invités, orchestre, traiteur du meilleur restaurant parisien. Les parents de Chloé ont tout payé, bien sûr, en s'assurant que tout le monde comprenne à quel point ils étaient généreux. Je suis venue dans une robe modeste que j'avais achetée en solde, me sentant comme une intruse à cette fête féerique. Je me souviens comment la mère de Chloé, Isabelle, s'est approchée de moi pendant la réception. Elle a souri artificiellement et a dit « Françoise, je suis contente que vous ayez pu venir. Je sais que cela a dû être difficile pour vous, une telle sortie du quotidien. » J'ai souri en retour, même si au fond je sentais quelque chose se briser en moi. Mais c'était le jour de mon fils. Je ne voulais pas faire de scène. Après le mariage, Thomas et Chloé ont emménagé dans un appartement que les parents de Chloé leur avaient acheté dans le 16e arrondissement. Spacieux, moderne, avec vue sur la Seine. Moi, je vivais toujours dans mon petit appartement en banlieue de Lyon, dans le même immeuble où j'avais élevé les enfants après la mort de Jean-Pierre. Je n'avais pas les moyens de mieux. Tout allait au remboursement des dettes que j'avais contractées pour financer l'éducation des enfants. Sophie s'est mariée 1 an plus tard. Son mari, Marc, était aussi médecin. Des gens gentils, ses parents. Modestes, travailleurs, comme nous.
Ils ont eu un petit mariage, intime, dans un restaurant près de Lyon. J'étais heureuse ce jour-là. Au moins un de mes enfants n'avait pas oublié ses racines. Pendant les premières années, tout allait bien. Je rendais visite à Thomas et Chloé à Paris une fois tous les 2 mois. J'apportais des gratins que je faisais moi-même, des pots de confiture maison, des gâteaux. Ces choses que je faisais pour eux quand ils étaient petits. Mais Chloé regardait toujours mes cadeaux avec un léger dégoût. « Françoise, il ne fallait pas vous donner tant de mal, disait-elle, bien que je savais que ce n'était pas un compliment. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Thomas commençait à changer. Lentement, presque imperceptiblement. Il appelait moins souvent. Quand je l'appelais, les conversations étaient brèves, tendues. « Désolé, maman, j'ai beaucoup de travail. On parlera plus tard. » Mais plus tard ne venait jamais. Quand je venais en visite, Chloé trouvait toujours une raison de sortir. J'ai un rendez-vous avec des amis où je dois m'occuper de quelque chose. Il ne restait que Thomas et moi, et la conversation était tendue, pleine de pauses inconfortables. Un jour, c'était peut-être 3 ans après leur mariage, Thomas m'a appelé. J'ai entendu l'excitation dans sa voix. « Maman, j'ai une merveilleuse nouvelle. Chloé est enceinte. Tu vas être grand-mère. » Mon cœur a battu plus fort. Grand-mère. Moi, Françoise, j'allais être grand-mère. Les larmes de joie me sont montées aux yeux. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis tellement heureuse. Je m'imaginais déjà passer du temps avec le petit enfant, lui raconter des histoires, faire pour lui les mêmes gratins que je faisais pour Thomas. Mais la réalité s'est avérée différente. Quand Lucas est né, Chloé ne voulait pas que je lui rende visite trop souvent. Françoise, vous comprenez, un nourrisson a besoin de calme. Trop de visites le fatiguent. Mais ses parents étaient là presque tous les jours. Isabelle venait avec des vêtements de créateur pour bébé, des jouets des boutiques les plus chères. Et moi, je pouvais venir une fois tous les 3 mois, pour 1 heure ou 2. Ça faisait mal. Mon Dieu, comme ça faisait mal. Mais je me disais que c'était temporaire. Que quand Lucas grandirait, tout changerait. Que je pourrais passer plus de temps avec lui. Les années passaient. Lucas a grandi, puis Julien est né. Mes petits-enfants. Mais ils étaient presque comme des étrangers pour moi. Je les voyais peut-être une fois tous les quelques mois, lors de courtes visites où je restais assise raidement dans le salon, essayant de créer un lien avec des enfants qui me connaissaient à peine. « C'est mamie Françoise, » disait Thomas au garçon. Ils me regardaient avec de grands yeux, timidement, puis couraient jouer avec leurs jouets. Chloé, en revanche, s'épanouissait. Ses parents leur avaient acheté un appartement encore plus grand, encore plus luxueux. Thomas recevait des promotions au travail, gagnait de plus en plus. Il partait en vacances en Italie, en Espagne, aux Maldives. Je voyais les photos sur Facebook. Belle plage, hôtel de luxe, visage souriant. Je n'étais pas invitée. Ce sont des vacances juste pour nous, maman. Nous avons besoin de temps en famille, disait Thomas, sans remarquer à quel point ces mots blessaient. Famille. N'étais-je pas de la famille? N'était-ce pas moi qui l'avais élevé? N'était-ce pas moi qui avais travaillé 3 postes pour qu'il puisse étudier? Mais je restais silencieuse. Parce que qu'aurais-je pu dire? Commencer une dispute? Faire en sorte que mon fils se sente mal? Non. Moi, Françoise, qui avais toujours mis mes enfants en premier, je ne pouvais pas leur causer de la peine, même quand ils me blessaient. Sophie, en revanche, était différente. Elle vivait toujours à Lyon, près de moi. Elle me rendait visite régulièrement, amenait mes petites filles Léa et Chloé pour que nous puissions passer du temps ensemble. Nous faisions des gratins, jouions à des jeux, je leur racontais des histoires sur leur grand-père Jean-Pierre, sur comment était la vie quand j'étais petite. Elles m'aimaient, et je les aimais de tout mon cœur. Mais avec Thomas, c'était de plus en plus difficile. Les appels téléphoniques devenaient plus rares. Les visites cessaient pratiquement. J'essayais d'initier le contact, mais je sentais toujours que j'étais un fardeau. Désolée, maman, pas maintenant. Peut-être plus tard. Mais plus tard ne venait jamais. Jusqu'au moment qui a tout changé. C'était il y a 4 ans. J'étais assise dans mon petit appartement quand le téléphone a sonné. C'était Thomas. Ma première pensée fut la joie, enfin il appelle. Mais ensuite j'ai entendu sa voix. Elle était tendue, nerveuse. Maman,
Il faut qu'on parle. J'ai besoin de ton aide. Mon cœur a battu plus vite. Aide. Thomas a besoin de mon aide? Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu compliqué, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Nous voulons acheter une voiture. Un grand SUV familial. Mais il y a un problème avec mon crédit. J'ai eu quelques retards de paiement dans le passé, et maintenant la banque ne veut pas me donner de financement à de bonnes conditions. Et, de quoi as-tu besoin de moi? Ai-je demandé, même si je savais déjà où cela menait. J'ai besoin que tu prennes le crédit à ton nom. Tu as un historique de crédit propre. La banque te l'accordera sans problème. Nous paierons les mensualités, bien sûr. Ce ne sera qu'une formalité. Juste ton nom sur les papiers. Mon cœur s'est arrêté. Un crédit. À mon nom. Pour une voiture que je n'utiliserai même pas. Thomas, je ne sais pas. C'est un gros engagement. Et si quelque chose arrive? Et si vous ne pouvez pas payer? Maman, rien n'arrivera. J'ai un emploi stable. Chloé gagne aussi bien. C'est juste une formalité. S'il te plaît. Fais ça pour nous. Pour tes petits-enfants. Ils seront plus en sécurité dans une nouvelle voiture. Manipulation. Maintenant je le vois clairement. Mais à l'époque, j'ai seulement entendu que mon fils avait besoin de moi. Que mes petits-enfants seraient plus en sécurité. Que je pouvais les aider. D'accord, ai-je dit doucement. Je le ferai. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je t'envoie les documents à signer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai signé les documents. J'ai pris un crédit de 75 000 € pour une nouvelle BMW X5. Une voiture de luxe, avec tous les équipements possibles. Siège en cuir, toit panoramique, système de navigation dernier cri. Une voiture dont je n'aurais jamais pu rêver pour moi-même. Ce n'est qu'une formalité, maman. Nous allons payer, répétait Thomas. Et en effet, pendant la première année, tout s'est bien passé. Les mensualités arrivaient à temps. Thomas m'envoyait des confirmations de virement. Je me sentais mal d'avoir douté. C'est mon fils. Bien sûr qu'il tiendra parole. Mais ensuite les retards ont commencé. La première mensualité est arrivée avec une semaine de retard. Désolé, maman, nous avons eu beaucoup de dépenses ce mois-ci. Je virerai le double le mois prochain. Puis une autre mensualité est arrivée en retard. Puis la suivante. J'ai commencé à recevoir des appels de la banque. Des avertissements sur les retards. Des rappels sur la dette. J'appelais Thomas. Parfois il répondait, parfois non. Je sais, maman, désolé. Nous avons eu quelques dépenses imprévues. Nous allons rattraper bientôt. Mais il ne rattrapait jamais. J'ai commencé à payer les mensualités sur ma retraite. 900 € par mois. Presque la moitié de ce que je recevais. Il me restait à peine de quoi survivre. J'ai arrêté d'acheter de la viande parce que c'était trop cher. Je vivais de pâtes, de riz, des légumes les moins chers. J'ai dû retourner faire le ménage, même si j'avais plus de 60 ans et que mes genoux me faisaient mal. Je travaillais 3 fois par semaine, nettoyant des bureaux le soir, pour couvrir les mensualités d'une voiture que je ne conduisais même pas. Et Thomas? Thomas conduisait cette BMW, fièrement, l'exhibant sur Facebook. Je voyais les photos. Sorties en famille, week-end, Lucas et Julien riant sur la banquette arrière. Mes petits-enfants, dans la voiture que je payais, pendant que je mangeais du pain sec pour le dîner. J'ai essayé de lui parler. Thomas, s'il te plaît, je ne peux plus supporter ça. Je dois payer les mensualités et je n'en ai pas les moyens. Ma retraite couvre à peine la nourriture. Je sais, maman, désolée. C'est difficile en ce moment, mais je promets que ça va changer. Je vais avoir une augmentation bientôt, tout redeviendra normal. Mais rien ne redevenait normal. Les mois passaient et je me noyais dans les dettes. La banque a commencé à menacer de saisie. J'ai reçu des lettres officielles. Si je ne régularisais pas les arriérés, ils prendraient mon appartement. Mon appartement. La seule chose que j'avais. Je ne dormais pas la nuit. Je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond, me demandant comment j'en étais arrivé là. Comment mon propre fils pouvait-il me traiter ainsi?
Comment pouvait-il me laisser souffrir pendant qu'il vivait dans le luxe? Sophie a tout découvert par hasard. Elle est venue me rendre visite et a vu les lettres de la banque sur la table. Maman, qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en prenant l'enveloppe. Je ne pouvais pas mentir. Je lui ai tout raconté. Le crédit, la BMW, le fait que Thomas avait arrêté de payer. Que maintenant je payais les mensualités sur ma retraite et que la banque me menaçait de saisie. Sophie est devenue pâle. Quoi? Thomas a fait ça? Comment a-t-il pu? Ma chérie, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. Il traverse une période difficile. Tout va s'arranger. Période difficile. Maman, il conduit une voiture de luxe, vit dans le 16e arrondissement, part en vacances coûteuses. Et toi tu as à peine de quoi manger. Ce n'est pas une période difficile, c'est de l'égoïsme pur. Sophie a immédiatement appelé Thomas. J'entendais sa voix au téléphone, pleine de rage. Comment oses-tu traiter maman comme ça? Elle paie pour ta voiture pendant que tu vis comme un roi. Je n'entendais pas ce que Thomas répondait, mais Sophie continuait de crier. Je me fiche de ce que tu as à dire. Soit tu commences à payer ce crédit, soit tu dis toi-même à maman de reprendre cette voiture. C'est sa propriété, pas la tienne. Après cette conversation, Thomas m'a appelé. Il était en colère. Maman, comment as-tu pu parler à Sophie de nos affaires? C'est entre nous. Elle n'avait pas le droit de s'en mêler. Thomas, je n'ai rien dit. Elle l'a découvert toute seule. Et elle a raison. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois payer les arriérés, sinon je vais perdre mon appartement. Tu sais bien que je ferai tout pour arranger ça. C'est juste difficile en ce moment. Ça fait 2 ans que c'est difficile, Thomas. Combien de temps dois-je encore attendre? Silence de l'autre côté. Puis j'ai entendu Chloé dire quelque chose en arrière-plan. Thomas a soupiré. Écoute, maman, on va te donner de l'argent pour couvrir les arriérés. Mais s'il te plaît, arrête d'en faire un drame. Chloé est stressée, et ce n'est bon ni pour elle ni pour les enfants. Un drame. Il appelait ça un drame. Ma vie, ma souffrance, mes craintes de perdre mon toit, c'était un drame pour lui. D'accord, Thomas, ai-je dit doucement. Merci. Il m'a envoyé 10 000 euros. Cela a couvert une partie des arriérés, mais pas tout. J'étais toujours endetté, je devais toujours payer les mensualités. Et Thomas ne payait toujours pas régulièrement. Peut-être tous les 3 mois, il envoyait quelque chose. Le reste, c'était moi qui le couvrais. 2 ans se sont écoulés dans cette situation cauchemardesque. 2 ans pendant lesquels je perdais ma santé, ma paix, mon espoir. Je voyais ma vie s'effondrer pendant que mon fils vivait comme si rien ne se passait. Jusqu'au jour qui a tout changé. C'était il y a 3 mois. Sophie m'a appelé, en pleurant. Maman, tu dois venir à Paris. Immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Viens, c'est tout. S'il te plaît. J'y suis allée. Sophie m'a récupérée à la gare et m'a emmenée à l'appartement de Thomas et Chloé. Quand je suis entrée, j'ai vu une scène qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Thomas, Chloé, Lucas et Julien étaient assis sur le canapé. Sur la table, il y avait des brochures. Pour une nouvelle voiture. Encore plus grande, encore plus chère. Un Mercedes GLE. Maman, a dit Thomas, visiblement surpris par ma présence. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai demandé de venir, a dit Sophie en se tenant à côté de moi. Parce que je veux qu'elle voie de ses propres yeux à quoi ressemblerait ta prochaine tentative d'exploitation. De quoi tu parles? Chloé s'est levée du canapé. Thomas, dis à maman ce que tu voulais lui demander ce soir, a dit Sophie froidement. Thomas est devenu pâle. Sophie, ce n'est pas le bon moment. Dis-lui. Ou je le fais. Silence. Puis Thomas a soupiré. Maman, nous voulions te demander un autre service. Nous avons besoin d'une voiture plus grande. La BMW est trop petite pour toute la famille. Et nous avons pensé que tu pourrais peut-être aider avec le financement encore une fois. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un autre crédit. Une autre voiture. Plus de dettes. Alors que je pouvais à peine joindre les 2 bouts en payant le premier. Thomas, ai-je dit doucement,
ma voix tremblant. Je paie toujours pour la BMW. Je n'ai pas les moyens de prendre un nouveau crédit. Eh bien, nous pouvons échanger la BMW contre la Mercedes, a-t-il dit d'un ton léger. Nous vendons la BMW, nous payons la différence, et tu prends un crédit pour le reste. Et tu arrêtes à nouveau de payer, et maman se retrouve avec la dette, a interrompu Sophie. Comme maintenant. Ce ne sont pas tes affaires, Sophie, a crié Chloé. Pas mes affaires. C'est ma mère. Que toi et ton mari exploitez comme un distributeur automatique. Une dispute a éclaté. Cris, accusations, larmes. Lucas et Julien ont commencé à pleurer. Et moi, je me tenais au milieu de tout ça, sentant mon cœur se briser en 1 million de morceaux. Ça suffit, ai-je soudainement crié. Tout le monde s'est tu et m'a regardé. Ça suffit. Thomas, Chloé, je ne prendrai pas un autre crédit pour vous. Et plus encore, je veux que vous me rendiez la BMW. Quoi? Thomas me fixait sous le choc. La voiture est à mon nom. Je paie le crédit. C'est ma propriété. Et je veux la récupérer. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Pendant 2 ans, j'ai payé pour cette voiture. J'ai pris le crédit parce que tu me l'as demandé. Tu as promis que tu paierais. Tu m'as menti. Tu m'as exploité. Et maintenant ça suffit. Chloé a explosé. C'est de la folie. Thomas, fais quelque chose. Elle ne peut pas nous prendre la voiture. Si, elle peut, a dit Sophie. Parce que légalement, elle est à elle. Et elle aurait dû faire ça il y a longtemps. Je suis sortie de l'appartement avec Sophie. Thomas a essayé de me retenir, suppliant, s'excusant. Mais c'était trop tard. Quelque chose s'était brisé en moi ce jour-là. Quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Le lendemain, je suis allée voir un avocat. J'ai expliqué la situation. L'avocat a confirmé. La voiture était à mon nom, le crédit était le mien, donc la voiture m'appartenait légalement. Je pouvais la reprendre. J'ai envoyé à Thomas une lettre officielle. Il avait 2 semaines pour rendre la voiture. Sinon, je porterai plainte pour vol. Des téléphones. Des dizaines de téléphones. Thomas, Chloé, même les parents de Chloé ont appelé, essayant de me faire changer d'avis. Comment peux-tu faire ça à la famille? Ce n'est qu'une voiture. Tu ne penses qu'à toi. Qu'à moi. Moi qui avais sacrifié toute ma vie pour mes enfants. Qui avais travaillé 3 postes pour qu'ils puissent étudier. Qui avait pris un crédit pour que mon fils puisse avoir une voiture de luxe. Je ne pensais qu'à moi. Je n'ai pas changé d'avis. Après 2 semaines, Thomas est venu à Lyon. Sans prévenir, tôt le matin. Il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu son visage. Il était pâle, fatigué, avec des larmes aux yeux. Maman, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Cette voiture, c'est tout ce que nous avons. Tout ce que vous avez? Thomas, vous vivez dans un appartement de luxe dans le 16e. Vous avez de bons emplois, de bons salaires. Cette voiture n'est pas tout ce que vous avez. C'est tout ce que j'ai. Parce que c'est moi qui l'ai payé. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Comment expliquer que soudainement nous n'avons plus de voiture? Dis-leur la vérité. Que ta mère a arrêté de te financer. Maman, pourquoi es-tu si cruelle? Cruelle. Mon fils, que j'avais élevé, nourri, habillé, enseigné, aimé de tout mon cœur, me traitait de cruelle. Parce que je voulais récupérer ce qui m'appartenait. Les clés, Thomas, ai-je dit doucement. Il m'a regardé longtemps. Puis il a sorti les clés de la voiture de sa poche et les a posées dans ma main. Sans me regarder, il s'est retourné et est parti. C'était la dernière conversation que nous avons eue. J'ai vendu la BMW. Pas au prix fort, parce que la voiture était d'occasion et avait quelques rayures que Thomas avait faites en se garant. Mais j'ai obtenu assez pour rembourser une partie importante du crédit. Le reste que je devais encore payer était maintenant gérable. Thomas a arrêté de me parler. Il ne répond pas au téléphone, ne répond pas aux messages. Sophie m'a dit qu'ils vivent toujours à Paris, que tout va bien pour eux, qu'ils ont acheté une voiture moins chère, une Ford d'occasion. Mais avec moi, ils ne parlent pas. Les petits-enfants ont aussi disparu de ma vie.
Lucas et Julien. Mes petits-enfants bien-aimés que je connaissais à peine, mais que j'aimais de tout mon cœur. Chloé ne leur permet pas d'avoir de contact avec moi. Nous ne voulons pas que les enfants aient des contacts avec des personnes toxiques, aurait-elle dit à Sophie quand celle-ci a essayé d'intervenir. Toxique. Moi qui avais donné toute ma vie pour mon fils, j'étais maintenant toxique. Les semaines ont passé, puis les mois. Noël est venu et parti. Pour la première fois depuis la naissance de Thomas, je n'ai pas passé Noël avec mon fils. Sophie m'a invité, bien sûr. J'ai passé le réveillon avec elle, Marc et mes petites filles. C'était agréable, mais toute la soirée j'ai pensé à Thomas, à Lucas, à Julien. Pensait-il aussi à moi? Racontait-il aux enfants pourquoi mamie n'était pas venue pour Noël? En janvier, le téléphone a sonné. Numéro inconnu de Paris. J'ai répondu. Madame Françoise Moreau. Oui, c'est moi. J'appelle du cabinet d'avocats Dubois et Associés. Nous représentons votre fils, Thomas Moreau, dans une affaire de dommages et intérêts. Mon cœur s'est arrêté. Dommages et intérêts. Oui. Monsieur Moreau affirme que vous avez illégalement pris une voiture qui était en sa possession, causant des pertes matérielles et émotionnelles. Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €, ainsi que le retour de la voiture ou sa valeur. Je ne pouvais pas respirer. Mon fils. Mon propre fils me poursuivait en justice. Mais la voiture était à mon nom. J'ai pris le crédit. C'est ma propriété. Nous comprenons votre position. Cependant, Monsieur Moreau prétend qu'il existait un accord verbal concernant l'utilisation du véhicule et que votre action était illégale. Nous devrons régler cela par voie judiciaire. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de colère. J'ai pleuré parce que je venais de perdre mon fils. Ce jour-là, j'ai compris que Thomas, celui que je connaissais, celui que j'avais élevé, n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un d'étranger. Quelqu'un qui pouvait poursuivre sa propre mère en justice pour de l'argent. J'ai engagé un avocat. Cela coûtait cher, bien sûr, mais je n'avais pas le choix. L'avocat a examiné les documents et m'a dit que l'affaire était simple. La voiture était à mon nom, le crédit était le mien. Il n'y avait aucun accord écrit d'utilisation. Thomas n'avait aucun fondement juridique pour sa réclamation. Ne vous inquiétez pas, a dit l'avocat. C'est une affaire sans fondement. Le tribunal va la rejeter. Et effectivement, après 3 mois, le tribunal a rejeté la plainte de Thomas. Il a conclu que la réclamation était infondée et que j'avais agi en toute légalité. Thomas a dû payer les frais de justice. Mais pour moi, ce n'était pas une victoire. Parce que cela signifiait que la relation avec mon fils était définitivement terminée. Qu'il était allé si loin qu'il avait poursuivi sa propre mère en justice, essayant de me soutirer de l'argent. Sophie était furieuse. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Comment peut-on être aussi ignoble? Mais je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais que du vide. Un vide énorme et douloureux là où il y avait eu autrefois de l'amour pour mon fils. La vie a continué. Je suis retournée à ma routine. Ma retraite, maintenant que je n'avais plus à payer le crédit pour la BMW, suffisait pour une vie modeste mais digne. Je pouvais acheter de la viande 1 fois par semaine à nouveau. Je pouvais mettre un peu d'argent de côté pour les dépenses imprévues. Je pouvais enfin arrêter de faire le ménage dans les bureaux le soir. Sophie me rendait visite régulièrement. Léa et Chloé venaient, nous faisions des gratins ensemble, regardions des films, parlions. Elle comblait ce vide, du moins en partie. Mais la partie de mon cœur qui appartenait à Thomas, à Lucas, à Julien restait vide et douloureuse. Un jour, c'était peut-être 6 mois après le procès, j'ai rencontré une vieille connaissance dans la rue. Pierre, qui avait autrefois travaillé avec Jean-Pierre. Françoise. Quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Nous avons parlé un moment de tout et de rien. Puis Pierre a dit, j'ai entendu parler de toi et Thomas. Triste histoire. Oui, ai-je dit doucement. Très triste. Tu sais, Pierre s'est penché plus près. Parfois je pense que c'est nous, les parents, qui sommes coupables. Nous donnons tout aux enfants, et ils commencent à croire que tout leur est dû. Ils oublient le sacrifice, l'effort, l'amour que nous leur donnons. Ils ne voient que ce qu'ils n'ont pas encore.
Tu as peut-être raison, ai-je répondu. Peut-être que je lui ai trop donné. Peut-être que j'aurais dû lui apprendre la gratitude avant de lui apprendre les attentes. Mais ce n'est pas ta faute, Françoise. Tu as fait ce que tu pouvais. C'est lui qui a fait les mauvais choix. Ces mots sont restés avec moi. Pendant longtemps, je me suis blâmée. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, comment j'avais pu élever un fils qui était devenu comme ça. Mais lentement, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas ma faute. J'avais donné à Thomas tout ce dont il avait besoin. L'amour, le soutien, l'éducation, les opportunités. C'était lui qui avait décidé comment utiliser ses cadeaux. Récemment, c'était peut-être il y a un mois, j'ai reçu un message sur Facebook. De Lucas, mon petit-fils. Il était court. Mamie, tu me manques. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai répondu, tu me manques aussi, mon chéri. Beaucoup. Pendant quelques jours, nous avons échangé quelques messages. Lucas écrivait sur l'école, sur ses amis, sur ce qu'il aimait faire. C'était un bon garçon. Intelligent, sensible. On voyait qu'il avait bon cœur. Puis les messages ont cessé. Plus tard, j'ai appris de Sophie que Chloé avait découvert la correspondance et avait interdit à Lucas d'avoir des contacts avec moi. Elle lui avait pris son téléphone, bloqué mon profil sur son compte. Mais ces quelques messages m'ont donné de l'espoir. Que peut-être un jour, quand Lucas sera plus âgé, quand il pourra prendre ses propres décisions, nous trouverons le chemin l'un vers l'autre. Que tout n'est pas perdu. Maintenant, quand je m'assois ici dans mon petit appartement, je regarde en arrière sur toutes ces années et je me demande, aurais-je fait quelque chose différemment? Peut-être aurais-je dû être plus strict. Peut-être aurais-je dû apprendre à Thomas que tout ne vient pas facilement, qu'il faut travailler pour ce qu'on a. Peut-être aurais-je dû dire non quand il m'a demandé ce crédit. Mais à l'époque, j'étais une mère qui voulait aider son enfant, qui croyait que la famille était la chose la plus importante, qu'il fallait toujours soutenir ses proches. Je ne pouvais pas savoir que cette aide serait exploitée, que cet amour serait ignoré. J'ai appris quelque chose d'important à travers ces expériences douloureuses. J'ai appris que l'amour doit avoir des limites. Que aider les autres ne peut pas signifier se détruire soi-même. Que parfois non est la réponse la plus aimante qu'on puisse donner. J'ai aussi appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Sophie est ma famille. Léa et Chloé sont ma famille. Pierre, mon vieil ami qui s'arrête dans la rue pour demander comment je vais, est de la famille. La famille, ce sont ceux qui restent quand les temps sont difficiles. Qui vous soutiennent, ne vous exploitent pas. Qui vous aiment inconditionnellement, pas parce qu'ils veulent quelque chose de vous, mais simplement parce qu'ils vous aiment. Thomas a cessé d'être ma famille le jour où il a décidé que son confort était plus important que mon bien-être. Que son statut social était plus important que ma santé. Que sa vie de luxe était plus importante que notre lien. Ça fait mal. Mon Dieu, comme ça fait mal. Chaque jour, je regarde de vieilles photos de Thomas enfant et je me demande où est passé ce petit garçon souriant qui me serrait dans ses bras et disait « Je t'aime, maman ». Où est passée cette innocence, cette pureté, cet amour inconditionnel? Mais je sais aussi que je ne peux pas vivre dans le passé. Je ne peux pas continuer à pleurer un fils qui n'existe plus. Je dois vivre maintenant, apprécier ce que j'ai, aimer ceux qui m'aiment. Parfois je me demande si Thomas comprendra un jour ce qu'il a fait. Si un jour, peut-être quand il sera plus âgé, peut-être quand ses propres enfants le décevront, il regardera en arrière et verra combien il m'a blessé. S'il ressentira alors du regret? S'il essaiera de réparer notre relation? Je ne sais pas. Et honnêtement, je ne suis pas sûre d'être prête pour son retour. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Certaines trahisons sont trop douloureuses pour pardonner complètement. Mais peut-être un jour. Car malgré tout, malgré toute la douleur, malgré toute la trahison, quelque part au fond de mon cœur, dans cette partie que je ne peux pas contrôler, j'aime toujours mon fils. Je prie toujours pour lui chaque soir. Je rêve toujours du jour où je pourrai à nouveau le serrer dans mes bras, à nouveau dire « Je t'aime, mon chéri » et entendre ces mêmes mots en retour. Mais je n'attendrai plus. Je ne m'humilierai plus. Je ne le laisserai plus m'exploiter. Si Thomas revient un jour, ce devra être à de nouvelles conditions. Des conditions de respect, d'égalité, de véritable amour. Et d'ici là, je vivrai ma vie. Je profiterai de chaque jour avec Sophie, avec Léa,
avec Chloé. Je ferai des gratins le dimanche matin, regarderai des films français le soir, me promènerai dans les parcs au printemps. Je vivrai modestement, mais dignement. Je vivrai comme mes parents m'ont appris. Avec honneur, avec respect de moi-même, la tête haute. Car je suis Françoise Moreau. Je suis une mère, grand-mère, veuve, travailleuse. Je suis une femme qui a survécu à une enfance difficile, à la mort de son mari, à des années de travail acharné, à la trahison de son fils. Mais je suis toujours là. Je tiens toujours debout. Je me bats toujours. Et personne, pas même mon propre fils, ne m'enlèvera cette dignité. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Chloé dans la rue à Paris. J'y étais pour régler quelque chose au bureau. Je l'ai vue dans un centre commercial, en train d'acheter quelque chose dans une boutique chère. Elle avait l'air bien. Soignée, élégante, avec le dernier sac à main à la mode sur l'épaule. Nos regards se sont croisés. Un instant, je me suis demandé si elle allait s'approcher. Mais elle a simplement détourné le regard et est partie rapidement, comme si j'étais une étrangère. Et peut-être l'étais-je pour elle. Peut-être l'avais-je toujours été. C'était une sensation étrange. Pas de colère, pas de tristesse. Juste, rien. Le vide. J'ai vu une femme qui était la femme de mon fils, la mère de mes petits-enfants, et je n'ai rien ressenti. Aucun lien, aucune connexion. Comme si nous étions des étrangères dans la rue. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment fini. Ce chapitre de ma vie était clos. Je pouvais enfin aller de l'avant. Maintenant, quand je regarde ma vie, je la vois dans son intégralité. Toutes les joies, toutes les peines, tous les succès, tous les échecs. Je me vois jeune fille d'un petit village, pleine de rêves et d'espoir. Je me vois jeune mère tenant un nouveau-né, lui promettant le monde. Je me vois veuve, luttant pour survivre. Je me vois grand-mère, aimant mes petits-enfants de tout mon cœur. Et je me vois maintenant. Une femme âgée, avec des rides sur le visage, des douleurs aux genoux, des cheveux gris. Mais aussi une femme forte, inébranlable, digne. Une femme qui a survécu à tout ce que la vie lui a jeté, et qui est toujours là, qui sourit toujours, qui aime toujours. C'est mon histoire. L'histoire d'une mère qui a tout donné à ses enfants. Qui a aimé sans limite, sans condition. Qui a été exploitée, trahie, rejetée. Mais qui a finalement trouvé la force de dire assez. S'il y a une leçon ici, une sagesse que je peux transmettre, c'est celle-ci, aimez vos enfants. Donnez-leur tout ce que vous pouvez. Mais ne vous perdez pas dans le processus. Ne laissez pas votre amour devenir un outil de votre propre destruction. Apprenez à vos enfants la gratitude, le respect, la responsabilité. Car les enfants qui reçoivent tout sans effort commencent à croire que tout leur est dû. Les enfants qui n'ont jamais à se sacrifier n'apprécieront jamais les sacrifices des autres. Les enfants qui n'entendent jamais non n'apprendront jamais les limites. Je n'ai pas appris ces choses à Thomas. Je lui ai tout donné sans rien exiger en retour. Et maintenant j'en paie le prix. Mais Sophie est différente. Sophie comprend la valeur du travail, la valeur de la famille, la valeur de l'amour. Parce qu'elle a vu combien j'ai travaillé dur. Elle a vu mes sacrifices. Et elle en a tiré des leçons. Alors peut-être que tout n'a pas été perdu. Peut-être qu'un de mes enfants a compris la leçon. Et cela doit suffire. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dans un moment, Sophie viendra avec les filles. Nous allons faire un gratin dauphinois, comme je le faisais avec ma mère quand j'étais petite. Nous allons rire, parler, profiter de la compagnie les unes des autres. Et plus tard, quand elles seront parties, je m'assiérai dans mon fauteuil et regarderai par la fenêtre la rue. Et peut-être, juste peut-être, je penserai à Thomas. À quel point ce serait agréable s'il était là aussi. Si Lucas et Julien couraient dans l'appartement, riant et jouant avec Léa et Chloé. Mais ce n'est qu'un rêve. La réalité est différente. Et je dois vivre dans la réalité, pas dans les rêves. Alors je m'assiérai dans mon fauteuil, boirai mon thé, et apprécierai ce que j'ai. Car malgré tout, malgré toute la douleur, j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante. J'ai ma santé, un toit au-dessus de ma tête, une fille qui m'aime, des petites filles qui remplissent mes journées de joie. Et j'ai ma dignité. Celle que j'ai récupérée le jour où j'ai dit non à Thomas. Celle que personne ne peut m'enlever. Car parfois l'amour signifie lâcher prise. Parfois l'amour signifie laisser quelqu'un partir.
Parfois l'amour signifie établir des limites et dire « c'est assez. Je ne te laisserai plus me blesser ». Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lâché prise. J'ai laissé Thomas partir. J'ai établi une limite. Est-ce que cela signifie que j'ai cessé de l'aimer? Non. Je ne cesserai jamais. Il sera toujours mon fils, même s'il ne sent plus que je suis sa mère. Mais cela signifie que je m'aime aussi maintenant. Et que cet amour pour moi-même est tout aussi important que l'amour pour les autres. C'est mon histoire. L'histoire d'une femme qui a appris à s'aimer elle-même. L'histoire d'une mère qui a découvert sa valeur. L'histoire d'une grand-mère qui a trouvé la joie malgré la douleur. Et si cette histoire peut enseigner quelque chose à quelqu'un, si elle peut aider quelqu'un, alors je serai heureuse. Car alors cette douleur, ces larmes, ces années difficiles auront eu un sens. Elles seront un avertissement pour les autres de ne pas faire les mêmes erreurs. Aimez vos enfants. Mais aimez-vous aussi vous-même. Car ce n'est qu'alors que vous pourrez leur enseigner le véritable amour. Un amour qui est fort, mais qui a des limites. Un amour qui donne, mais qui protège aussi. Un amour qui est inconditionnel, mais pas sans limite. C'est le véritable amour. Et c'est exactement ce que j'ai découvert après 62 ans de vie. Et la BMW? Je l'ai vendue pour 58 000 €. J'ai remboursé le crédit. Il me restait un peu d'argent, que j'ai mis de côté pour les mauvais jours. Je me suis aussi acheté un nouveau manteau, le premier en 10 ans. Et une paire de chaussures confortables. Et un livre que je voulais lire. Des petites choses. Mais pour moi, elles signifiaient tout. Car elles signifiaient que je pensais enfin à moi. Que je me traitais enfin avec le même respect que j'avais traité les autres toute ma vie. Et chaque jour, quand je mets ce nouveau manteau, quand je marche dans ces chaussures confortables, quand j'ouvre ce livre, je pense, c'est pour toi, Françoise. Parce que tu le mérites. Parce que tu en vaux la peine. Et enfin j'y crois. Enfin je sais que c'est vrai. Je mérite l'amour. Je mérite le respect. Je mérite la dignité. Et personne, absolument personne, ne peut m'enlever ça. C'est mon histoire. L'histoire d'une femme française ordinaire qui a travaillé toute sa vie, aimé, sacrifié, qui a été exploité par son propre fils, mais qui a finalement trouvé la force de dire assez. Une histoire qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour se reconquérir. Il n'est jamais trop tard pour établir des limites. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer soi-même. Car comme disait mon père, que je me souviens maintenant si clairement bien qu'il soit parti il y a plus de 40 ans, Françoise, souviens-toi toujours de qui tu es. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. Pendant de nombreuses années, j'ai oublié ce conseil. J'ai laissé Thomas me faire sentir insignifiante, indigne de respect. J'ai laissé utiliser mon amour contre moi. Mais plus maintenant. Maintenant je me souviens de qui je suis. Et je ne l'oublierai plus jamais. Je suis Françoise Moreau. Je suis mère, fille, grand-mère, veuve, travailleuse, femme combattante. Je suis quelqu'un qui a survécu à tout et qui est toujours là. Et c'est suffisant. Je suis suffisante. Fin.